entre clubes regionales o incluso bilateralmente. Si no se llega a ese acuerdo multilateral en el seno de la Organización Mundial de Comercio, vamos a asistir a una carrera desenfrenada entre las potencias y los grupos regionales de comercio para tratar de cerrar acuerdos bilaterales con clubes regionales o incluso bilateralmente, y eso solamente puede perjudicar a la parte más débil. Bien es cierto que existen esas subvenciones a la exportación en los países ricos, pero habría que distinguir entre aquellas subvenciones que realmente distorsionan los flujos internacionales de comercio, que son intrusivas en los flujos internacionales de comercio porque se subvencionan las producciones, y aquellas otras subvenciones que no producen este efecto de distorsión del mercado internacional porque realmente son ayudas a la renta de los agricultores o complemento a la renta de los agricultores, incluso por dejar de plantar o por dejar de producir. Se está pasando a un esquema de subvención a la producción por esquemas de subvención a la renta de los agricultores. En cuanto al tema de la educación, es evidente que tiene que haber, lógicamente, una contribución del sector público y del sector privado. Eso está claro. Lo que pasa es que también hay un gran peligro con el tema de la deslocalización de los recursos, del capital humano, del recurso humano, que es más importante. Estamos observando cómo se están produciendo simultáneamente dos corrientes de deslocalización. Por parte de las grandes multinacionales y las grandes empresas de los países ricos que distribuyen la cadena de montaje, la cadena de producción entre los países que ofrecen ventajas comparativas más beneficiosas y, por tanto, van buscando el trabajo más barato en los países que tienen la mano de obra más barata, y al mismo tiempo hay un segundo factor o un segundo proceso que se está produciendo y al cual no se está prestando quizá toda la atención que se merece. ¿Cuál es? Que se está absorbiendo, se está de alguna forma induciendo a aquellos cabezas, a aquellos cerebros mejor formados de esos países a que vayan a trabajar en las empresas de los países desarrollados que ofrecen mejores condiciones de trabajo. Eso se llamaría la deslocalización del capital humano formado en los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Yo creo que esta segunda corriente de deslocalización del capital humano es mucho más peligrosa que la primera para los países en vías de desarrollo, que tienen gran necesidad de ellos. Los han formado, en gran parte los han financiado y después no se benefician del know-how, del expertise de estas élites intelectuales. Por tanto, en todos los programas multilaterales y bilaterales de asistencia a la educación tendría que haber ciertas cláusulas de compromiso para evitar este brain drain y hacer que aquellos que se benefician de los programas de ayuda vuelvan a sus países, al menos durante un tiempo limitado, y que eso se refleje en un contrato vinculante para la parte que lo firma. Es decir, usted se beneficia de una formación en universidades privadas o públicas europeas o norteamericanas, pero usted vuelve a su país de origen durante cierta época de años para contribuir al desarrollo de su país. En ce qui concerne la décision de la Chine de créer un fonds pour le développement, je crois que le moment est venu de frapper à la porte de nos amis chinois et leur dire que c'est bien, que je ne peux que donner la bienvenue à cet effort de la Chine, mais qu'il faudrait aussi que la Chine joue avec les mêmes cartes que tout le reste. C'est-à-dire, le développement, comme nous l'avons déjà dit, c'est étroitement lié à la sécurité et au respect des droits humains. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu que la Chine, ça profitait de la situation des pays où l'Europe a refusé de maintenir des relations privilégiées financières ou commerciales dues à la manque du respect des droits humains. Donc, c'est la Chine qui a sauté immédiatement pour substituer à l'Europe dans ces pays qui ne respectent la liberté publique, les droits humains, l'égalité des genres et tout ça. Donc, si la Chine est prête à jouer avec les règles communes pour tout le monde, pour l'assistance au développement, je donne la bienvenue. Mais il faut souvenir à nos amis chinois que les règles, c'est les mêmes pour tout et qu'il ne faut pas d'avoir de compétitivité inofficielle ou asymétrique, qu'il y a des règles de respect pour les droits humains pour les Européens et pour les Chinois, ça ne marche pas. C'est inacceptable. En ce qui concerne le Maghreb, je crois que c'est clair que tout essaie d'approfondir
dans l'intégration du Maghreb doit tenir compte du fait qu'il y a des problèmes de pouvoir hégémonique ici, qu'il faut surmonter avec une compréhension claire que pour faire quelques espaces régionaux d'intégration, il faut reconnaître qu'il y a toujours un intérêt commun qui est supérieur aux intérêts nationaux. Ça ne veut dire qu'il ne faut pas défendre et suivre l'intérêt national, évidemment, mais qu'il faut le faire d'une manière intelligente, d'une manière commune. Il y a toujours la possibilité de défendre, d'obtenir ou d'aboutir à défendre l'intérêt commun à travers l'intérêt commun. Et donc, le modèle européen, je crois qu'avec humilité, c'est un modèle de succès dont on pourrait tirer des leçons. Merci beaucoup. Okay, thank you very much. I too will try and be brief. It was Christian who asked me, I think, one of the most interesting but actually difficult questions to answer on the role of new alliances at the global level. And I suppose my main reflection on this, thinking also of a group you didn't mention, the Shanghai Cooperation Council, is at the center of these groups there's usually one or several very developed economies who act as a motor. And unfortunately, in this part of the world, you know, the obvious and irreplaceable motor is Europe. It is very much on top of the economy of Morocco, Algeria, the whole of the Maghreb. However much development paths between different states in the Maghreb have followed different paths, they cannot escape from the predominant logic of Europe as its neighbor, which is why, for example, smaller scale attempts such as the Agadir alliance between Morocco, Tunisia, Egypt and Jordan have not really taken off because each one of these economies is caught up themselves in the logic of the European economic motor. So I suppose what I'm arguing for is for Morocco and other states in the Maghreb to try and take the best from this European model without increasing its dependency on it. Now this is a difficult place to be, but I would suggest it is in finding development models from across the globe, particularly at the sub-state level, by which I mean, and I support very much the arguments about turning workers' remittances into risk capital. It's at that kind of level in which the state, this is, if you like, a new model, instead of thinking in terms of regional intergovernmental blocks, actually foresees its role primarily over the next 25 years as becoming two main things: the regulator of a level playing field in which laws are applied equitably and evenly in ways that promote investment at all levels, at the small and medium-sized enterprise level, but also at the larger scale. And secondly, as the guardian of social cohesion. In other words, the other role the state will play and will continue to play is one of making sure that the kind of ravages sociaux you talked about, the rampant capitalism which may come out of these models, is mitigated. And this is why I talked about education policies, about possibly even a new form of national social cohesion movement whereby the educated in some form of national service, dare I suggest, spend a year actually working in cooperative ventures as part of their training, as part, if you like, of their access to jobs at the governmental level or certainly in the public sector. That could be a precondition. So I suppose that is a level at which I think blocks can be built up. Actually, at the sub-state level, there are plenty of new technological economic models. You're the economist, I'm not, but certainly things that cross the internet, that move in time and space. Energy, of course, as we've heard, is a completely different matter because that is a question of physical access to energy and its transport and the costs involved in that. But in terms of new technologies and new ideas and design, a lot of that can be done crossing international borders quite easily, you know, in the sphere of media, exploitation in filmmaking and all sorts of activities which are virtual development of industries rather than practical manufacturing industries. There's plenty, it seems to me, of new opportunities.
And then finally, a last word, you mentioned the common agricultural policy. I'm very much on the side of those who see this as one of the biggest ambiguities of what the European Union is offering the Maghreb states, because it's not a level playing field. It is protectionist, and it seems to me there will be no common agricultural policy reform until within the European Union there are more losers than there are winners from this policy. At the moment, it's in the interests of the majority of the 27 members. I know states like my own governments, like the British government, are against it, but they're at the moment in a minority. But it seems to me this is the anti-protectionist work that has to be done within the European Union in order for its offer to the states of the Maghreb and the Mediterranean to be credible in terms of opening up opportunities to trade. It is a double standard. And I think this is where the states of the Maghreb, Morocco in particular, should obviously protest this in every forum it's in, but also find ways in which, in the interim, before it changes, because the reality is it's not changing in a hurry, particularly with the admission of new member states like Bulgaria and Romania, who are winners of this particular policy, to find ways around it. And I think I've suggested one or two ways, particularly engaging in new forms of small and medium enterprise, and perhaps moving away, as I believe George Joffe and others have suggested, from an export-led model inspired by the European Union itself in agriculture, that actually the agricultural sector will diminish according to new ways of income generation here. Bien, nous avons fini la première ronde. Je vais prendre maintenant des questions. Je voudrais tout de même, avant qu'on pose les questions, rappeler le sujet général qui vient approche géostratégique pour une nouvelle géographie économique du Maghreb. C'était le sujet général. Il ne faut pas que nous nous éloignions. Évidemment, ce panel, il a d'ailleurs démontré qu'il peut répondre à n'importe quoi. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous n'avons aucune limite. Hein, mais tout de même, ça ne serait pas mal que les questions et les réponses se focalisent sur ce problème de la géostratégie, de la nouvelle géographie du Maghreb, c'est-à-dire le problème qui nous a retenus aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que le ministre Larlimi a envie de faire d'autres forums, n'est-ce pas? Il nous restera encore du temps d'approfondir d'autres sujets. Alors, pour éviter que tout le monde se lève la main et que moi je ne les vois pas, je vais commencer par la gauche. Je ne sais pas pourquoi par la gauche, mais par la gauche, et je vais revenir sur place. Alors, à partir de la gauche, les mains qui se lèvent. Il y a une dame là-bas derrière. Madame? Non, mais maintenant, j'ai abandonné les ordres, je suis comme ça. Hein. Reynaldo va arriver tout de suite, d'ailleurs. Oui, bonjour, je suis Madame Kawakib Khadija. Je suis chercheuse au Centre national de la recherche scientifique marocaine et conseillère auprès du département des pêches maritimes du Royaume du Maroc. Ce n'est pas en tant que conseillère auprès du département des pêches que je m'exprimerai aujourd'hui, mais en tant que chercheuse. Permettez-moi de me référer à une citation d'un homme historique marocain du Maroc qui avait souligné que le Maroc était tel un arbre qui plonge ses racines en Afrique et élève ses branches vers l'Europe, soulignant ainsi la communauté de destin entre les deux rives de la Méditerranée d'une part et entre les deux continents d'autre part, il y a plus d'un quart de siècle déjà. C'est à cette référence que je voudrais aujourd'hui rendre un certain hommage parce que, me semble-t-il, elle nous interpelle. Elle nous interpelle à l'heure où, au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, un débat a lieu depuis bientôt 2 années. C'est la renégociation actuelle des relations commerciales entre l'Union européenne et pratiquement la moitié des États membres des Nations unies.
effectivement, l'Union européenne, à l'heure actuelle, renégocie ses accords de libre-échange avec pratiquement les 15 États à titre bilatéral, avec les 15 États de la rive sud de la Méditerranée, mais également dans le cadre de la mise en place des accords de partenariats économiques, dans le cadre avec les États ACP d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Nous voyons bien, avec les plus de 60 États ACP, 15 États de la rive sud, nous sommes pratiquement dans une nouvelle définition des relations commerciales européennes avec ses partenaires du Sud. La question que je voudrais poser aujourd'hui est la suivante. N'y a-t-il pas, à travers cette nouvelle définition, une opportunité historique pour l'Europe de définir un nouveau type de partenariat? La question que je voudrais poser ici, notamment au regard des États ACP et plus particulièrement au regard de l'Afrique. Une question m'interpelle, c'est celle de l'articulation aujourd'hui entre les différentes approches, celle du développement et celle de la négociation et de la mise en place d'accords de partenariats économiques. Le commissaire au commerce, M. Peter Mandelson, a souligné à plusieurs reprises que les accords de partenariat économique sont d'authentiques outils de développement. Je dois dire que l'analyse, l'observation de ces accords, eh bien, parfois relève par certains aspects le fait que ces accords de partenariat avec l'Afrique subsaharienne s'apparentent beaucoup plus à des accords de libre-échange pur et dur. Il y a certes la nécessité de leur conformité avec les règles de l'OMC. Cependant, la proposition qui est faite par un certain nombre de chercheurs du Sud, épaulés en cela par certains collègues, je voudrais citer certains collègues du Centre de commerce et de développement de Genève, qui appuient la proposition suivante. N'y a-t-il pas une opportunité aujourd'hui pour introduire un véritable benchmarking, de véritables repères développementaux dans la mise en œuvre des accords de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique? Pourquoi? Parce que la mise en œuvre de ces accords, eh bien, elle va déterminer des modalités qui auront une influence certaine sur l'équilibre des deux rives de la Méditerranée. Si ces accords de partenariat économique sont mis en œuvre en ne tenant pas compte de ces nécessaires repères développementaux, il y a de forts risques. Il y a de forts risques de voir de plein fouet des États les plus fragiles être frappés. Nous allons les voir frappés avec des déplacements de population qu'aucune union ou mur méditerranéen ne pourra retenir. Voilà l'idée je voudrais demander à notre forum, c'est une proposition que je souhaiterais faire, de demander à ce qu'on introduise dans ces différents accords de partenariat économique cette idée de repères développementaux, d'une meilleure articulation entre les projets européens de développement et les projets relatifs au commerce. Je voudrais enfin, et très rapidement, me référer à l'idée qui a été énoncée tout à l'heure des nouvelles alliances de la mondialisation, qualifiées ici même de parfois un peu contre nature. Je voudrais à cet égard je voudrais citer l'exemple, nous en tant que chercheurs, nous travaillons avec des collègues du Nord, particulièrement, par exemple, pour ce qui me concerne, avec des collègues français. Et je soulignais cette question ici du programme d'attractivité économique du droit français qui a été mis en œuvre sous le gouvernement Raffarin et qui est poursuivi actuellement en réponse au rapport de Doing Business de la Banque mondiale. Je soulignais il y a un an à peine, auprès de mes collègues du CNRS et de l'Université Panthéon-Sorbonne, je posais la question de l'absence de l'Afrique dans le débat relatif au programme d'attractivité économique du droit. La question que je voudrais poser ici, eh bien, c'est qu'on pourrait souligner encore d'autres exemples, le temps manque, mais la nature a horreur du vide. Et que donc, par conséquent, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les chercheurs, qu'il y ait des recherches d'autres alliances. Voilà ce que je voudrais dire. Merci.
Merci beaucoup. Merci, je voudrais réagir Rinaldo n'était pas... à Bouillou. Il est où? Chez vous, là. Non, mais Reynaldo n'était pas... Ah, Rinaldo, tiens. Il s'est retiré, là, il était avant. On va dire la même chose. C'était caché. Non, non, je ne me suis pas fâché. Pourquoi je vais me fâcher? Pas de raison de se fâcher. Je crois que ce qui est important, c'est de nous placer dans le contexte de l'exercice que nous avons fait ces 2 jours-ci. Je permets de dire à 2 éminents, ou je dirais même 3 éminents français qui appliquent leur logique cartésienne, et j'ose m'aventurer dans ce domaine, parce que je crois que ce qu'ils ont dit est important, mais il y a un peu de contradiction avec ce qu'a répondu Émile Mallet à notre ami Xavier Guillou. Je n'ai jamais compris que ce qu'on était en train de faire aujourd'hui, et d'ailleurs je suis avec Emilio, un des coordinateurs de cet événement que nous a requis le haut-commissaire au plan, qu'on était en train de construire un espace politique et économique maghrébin. Pas à ce stade-ci, mais plutôt une réflexion du haut-commissariat au plan sur où pense le haut-commissariat au plan qu'on va se trouver dans l'année 2030. Il est évident que la préférence, dans les scénarios qu'il a présentés, est celle du Maghreb. Mais si on était en train de construire le Maghreb aujourd'hui, on devrait voir les Algériens, on devrait voir les autres, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est un exercice de prospective. Alors là, ça n'enlève rien aux observations que tu as faites, absolument rien. Sauf que la réponse qu'a donnée notre ami Émile Mallet, et je me souviens la conversation que nous avons eue, le ministre Lahlimi, Émile Mallet et moi-même à Paris, pour introduire le sujet, non pas seulement de la nouvelle géographie économique, mais de la nouvelle économie politique. Est-ce qu'on est ici pour discuter de la nouvelle économie politique? Moi, je dirais une chose, et j'ai cru en comprendre dans les nuances que nous a présentées Christian de Boissieu, qu'il n'était pas tellement d'accord avec le Paris School of Economics. Je lui donne tout mon soutien parce que je suis plutôt pragmatique dans ce sens, comme les Américains ils disent « if you cannot beat them, join them ». Alors, joignez les gens du London School of Economics et discutez. Mais préservez, bon Dieu, ce que j'ai eu la chance de participer à Sciences Po, 9 ans avant Maître Boissieu, et j'ai eu la chance d'avoir Raymond Barre dans son cours d'économie politique. Bon Dieu, il faut refaire cette économie politique. Et c'est pour ça que le co-développement, tel que le parle Mallet, est l'objet d'un sujet de nos réflexions. Je suis tout à fait contre, en tant que, par exemple, ancien membre de l'ONU, et je le disais à Kofi Annan, je le disais à Rick Cooper, je le disais, mais qu'est-ce que nous faisons, nous, à l'ONU, dans le domaine économique? Qu'est-ce que nous faisons, nous, pour le développement? Des instances sensationnelles, le PNUD est sensationnel, le développement humain durable, c'est sensationnel, tout ça c'est sensationnel. Mais il y a un contraste dans cette mondialisation, des gens qui sont convaincus du néolibéralisme et d'autres gens qui ne sont pas convaincus. Les Français, comme ils sont toujours très pragmatiques, quand on parle, par exemple, des réunions de Davos, qui est la thèse, là, c'est l'épicentre de la mondialisation telle que nous la connaissons. J'ai été 10 fois là, ou 8 fois, 7 fois. C'est intéressant d'être là parmi les grands. Je ne suis jamais allé à Porto Alegre. Mais c'est l'antithèse. Les Français disent non, c'est l'alterglobalisation. Ben, d'accord, mais c'est la thèse et l'antithèse. Où allons-nous chercher la synthèse? Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Et je m'excuse, Xavier, quand tu donnes le dicton marin et que tu parles du vent, de la voile, du vent dominant. Ah, moi, je ne suis pas d'accord parce que, comme en politique, ce sont les perceptions qui comptent et pas les explications. Ça, c'était bien pour le début du 19e siècle.
où il y avait des voiles. Aujourd'hui, le moteur, c'est l'énergie qui n'est pas l'éolienne. L'éolienne est un élément de contribution et je me place sur ce terrain-là. Donc c'est un créneau sur lequel nous avons un problème très difficile, que ce soit pour le Maghreb qui n'a pas aujourd'hui, et j'espère que demain ils en trouveront le gaz et le pétrole, etc., parce qu'il y a une transition énergétique extrêmement complexe. La plupart des énergies qui se disent renouvelables, ce sont des énergies ponctuelles. Elles sont absolument nécessaires. Et je félicite quand le panel a dit qu'il faut trouver les mécanismes pour résoudre le problème de X, Y, Z. Mais ils ne vont pas résoudre le problème essentiel de cette transition harmonieuse, parce qu'il faut la faire en harmonie. Sinon, ce sont des conflits immenses qui, avec l'eau, seront les guerres de ce siècle. Alors, il faut les mettre ensemble et essayer de voir comment est-ce qu'on va, non pas parce qu'on est néolibéral ou anti-néolibéral, laissons là dans le frigidaire et réfléchissons un peu comment on a des dialogues qui nous amènent à aboutir. Pour moi, l'exercice d'aujourd'hui, ça ne sera pas exactement le nouvel exercice que fera le Haut Commissariat au Plan. C'est dire quel est le problème de sécurité énergétique du Maroc. Évidemment, si c'est dans un contexte maghrébin et que tout le monde est d'accord, parce que ce n'est pas le Maroc qui va faire le Maghreb, mais sans le Maroc, le Maghreb ne peut pas se faire. Alors, tout simple que ça. Mais ils ont un problème de transition énergétique. Et là, je rejoins Émile. Il faut qu'il pense sérieusement à l'énergie atomique. Je viens d'un pays de pétrole, bon Dieu. Et pourtant, je crois que c'est nécessaire pour l'électricité, que vous ayez de l'électricité de très bas coût, afin d'attirer des investissements importants et résoudre toute une série de problèmes et la complémentarité avec l'Europe. Et ça, c'est le co-développement. Alors, on peut détruire, on peut discuter toutes ces histoires, mais je crois que c'est important, la démarche que nous avons faite. Alors, je termine là, parce que je voulais vraiment ne pas être ambigu, ne pas prétendre que j'ai la pierre philosophale, mais quand nous avons approché cette première phase très préliminaire, on a dit 3 vecteurs qui sont porteurs. On peut utiliser, c'est le vent qui porte. Bon, moi, je préfère laisser le vent là où il est. Mais qui sont porteurs. Le vecteur de l'eau, de l'énergie et de l'économie de la connaissance. Vous voulez, en tant que pays exportateur de pétrole, vous voulez mon pétrole, vous voulez ça, je vous le donne. Donnez-moi la connaissance. Donnez-moi la création de petites et moyennes entreprises où il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un problème dogmatique. Les grandes multinationales, elles ne font que de l'outsourcing. Donc, elles ne vont pas s'opposer. Tout au contraire. Alors, mais plaçons-nous dans ce contexte-là. Et c'est ce que je dis aux Marocains. Travaillez. Vous avez la connaissance. Vous devez acquérir plus de connaissances. Et vous devez faire les créneaux, les chaînes de production qui ajoutent de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, les services de l'énergie, dont les règles ne sont pas encore définies dans le commerce international, ni à l'OMC, ni dans les accords bilatéraux, ni dans les accords régionaux, dans certains, oui, évidemment. Qu'est-ce que c'est que les services de l'énergie? Mais ils apportent, bon Dieu, 60% de la valeur à ce produit qui est essentiel. Ben, discutons ça. Sans dire, mais tu n'as pas raison sur ça parce que toi tu penses qu'il faut étatiser. Je me fiche éperdument si on nationalise, parce que le problème n'est pas là, c'est le co-développement, la co-gestion. Je vous remercie. Merci. Je voulais réagir sans m'opposer à ce que Émile Mallet a dit et faire un certain nombre de remarques sur les autres interventions qui ont été faites tout à l'heure. On a un problème au Maroc de mémoire péjorative par rapport au mot co-développement. Parce qu'il a été utilisé après, je dirais, l'échec de la loi Stoléru sur l'aide au retour. Et le gouvernement français avait même mis en place un dispositif avec un bureau, avenue Kléber, où il y avait un monsieur qui s'occupait de co-développement. Il y a d'ailleurs 3 responsables qui sont succédés dans cette fonction,
pour venir donc créer, disons, des environnements de meilleure croissance économique pour freiner à l'origine les flux migratoires. Et en parlant de co-développement avec ce résidu historique, il y a un problème aussi qui est lié à la genèse du processus de Barcelone. Et ça, je trouve qu'on a un peu passé trop vite sur le pourquoi du comment. Et ayant la chance d'avoir vécu comment ce processus est né, il est né à partir du moment où le Maroc, personne d'autre, le Maroc, à partir de 1983, avait soumis à l'Europe l'idée d'arrêter les dispositions préférentielles unilatérales et de les remplacer par un mécanisme de réciprocité qui nous permettrait de négocier, je dirais pas d'égal à égal, mais sur le plan juridique du moins et des principes, d'égal à égal, et d'avoir une autre approche des problématiques que nous vivions à l'époque, notamment dans le secteur de l'agriculture, puisqu'on savait qu'il y avait un mur de protection qui était inattaquable et que la seule façon de l'attaquer, c'est d'accepter le jeu de la réciprocité. C'était toute ça la genèse du processus de Barcelone, lequel, dans son contenu, est tout à fait valable. Il suppose une adhésion souveraine à des principes de gouvernance, où il y a essentiellement la démocratie, la liberté, etc., etc., et un engagement à créer ou générer de la prospérité à partir du paradigme simple que moins on a de pauvres et moins on a de risques terroristes. Voilà les deux grands piliers sur lesquels la jeunesse de Barcelone a été faite. Donc, s'il n'a pas réussi, c'est que probablement que les acteurs du Sud n'ont pas pu remplir le contrat, à part une ou deux exceptions. Et moi, je le dis avec beaucoup de sérénité, Barcelone est en panne parce que le processus de réforme de la gouvernance est en panne. Le Maghreb est en panne parce que, comme je l'ai dit hier, les conditions préjudicielles de la gouvernance nécessaires à l'établissement du Maghreb ne sont pas réunies. Alors, partant de là, moi, la question que je me pose, pour répondre au titre de ce séminaire, et avant la synthèse de cet après-midi, est-ce que, et en tenant compte des deux grands objectifs stratégiques de l'Europe aujourd'hui, que porte la présidence allemande avec beaucoup d'énergie, sans jeu de mots, la sécurité globale et la sécurité de l'approvisionnement énergétique, est-ce que la réponse, à travers une sorte de mécanisme institutionnel à inventer, qui mettrait en jeu ce qu'un frère sénégalais a dit hier, un axe, disons Copenhague, Dakar, voire Lagos. Et je dis Dakar parce qu'il se trouve que sur le trajet, les deux critères de démocratie et droits de l'homme les mieux respectés, c'est malheureusement le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal à l'heure actuelle, et que ça tombe très bien avec, je dirais, les conditionnalités politiques de l'Union européenne. Et il y a de l'histoire, il y a de la culture, il y a beaucoup de choses. Et en matière d'énergie, et sous l'angle logistique, je parle sous le contrôle de l'éminent spécialiste, le pétrole et le gaz du Golfe de Guinée pourraient être une alternative qui peut modifier l'état de dépendance stratégique de l'Europe par rapport, disons, au duopole Gazprom-Algérie, pour parler très brutalement et parler de choses qui sont tout à fait claires et nettes. Et ça changerait probablement la donne aussi au Maghreb, en termes de relations intermaghrébines, de besoins d'hégémonie, de leadership, etc. Donc je pose cette proposition sur la table d'une alliance stratégique, économique, avec sa dimension sud-sud, que nous avons du reste déjà commencé au Maroc, et avec le développement plus rapide du potentiel énergique de la Mauritanie, une implication plus importante du Maroc avec son expérience et le fait qu'il a appris beaucoup de ses erreurs pour raccourcir le délai de rattrapage des besoins de développement humain dans les pays du sud de l'Afrique. Et je pose cela comme alternative à quelque chose qui reste virtuel et probablement encore pour longtemps, le Maghreb. Deuxième remarque sur les finances, et notamment sur la problématique des transferts des migrants. Dans le cas du Maroc, j'ai le regret de vous dire que la majorité des auteurs de ce transfert ne sont pas des migrants, ce sont des citoyens qui profitent de la double nationalité, en très large majorité. Si vous regardez le nombre de binationaux en France, en Allemagne et ailleurs, vous verrez qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus majoritaires. Et donc ce sont des citoyens européens, d'origine marocaine certes, qui transfèrent cet argent. Vouloir le prendre d'une manière, je dirais, régalienne,
pour en faire des produits financiers dans l'equity ou private equity, etc., ça me semble un peu une démarche surannée, en tout cas pas tout à fait efficace. Surtout que c'est une décision privée. C'est un modèle de solidarité familiale qui fonctionne. Je ne vois pas par quelle loi, par quelle philosophie vous allez imposer à X, Y ou Z d'utiliser l'argent là ou là. Nous avons essayé au Maroc, il y a une trentaine d'années. On a vite compris qu'il ne faut surtout pas toucher ça et que c'est aux banques de développer leurs services, leur offre de produits financiers pour profiter du multiplicateur d'épargne que nécessite l'usage efficace de ces ressources. Mais je ne pense pas qu'il faille en faire un instrument et l'utiliser comme référent à des pays où il y a beaucoup de marchés noirs des devises, etc. Il n'y a pas de marché noir de devises au Maroc. Et donc ne pas généraliser ce problème des transferts de travailleurs à des cas particuliers comme le Maroc, et qui font d'ailleurs partie, à mon avis, des indices de gouvernance les plus importants. Le transfert est un acte de confiance, surtout quand il va pour financer de l'immobilier. Et dans ce domaine, je voudrais rajouter un peu de concret, non pas qu'il n'ait pas été concret, Christian, mais est-ce que, et ça a été discuté il y a 3 ans, dans un groupe de réflexion sur les alternatives au financement du développement au sein de l'Euro-Méditerranée, et j'avais proposé à l'époque, non pas une banque à l'image de la BERD, qui avait été construite pour les PECO à l'époque, pays de l'Europe centrale et orientale, mais une banque qui puisse ramasser les ressources qui sont disponibles, y compris dans les pays du Sud, pour accélérer le développement en faisant jouer l'effet de levier sur les ressources que l'Union européenne met. La proposition a été simple. Les fonds, qui sont des fonds et des dons pour la plupart, devraient non plus être donnés au budget des États-nations, mais confiés à des fonds de garantie ou à une banque qui les utilise comme fonds de garantie pour lever de l'argent ou pour garantir l'usage de l'argent qui n'est pas convertible aujourd'hui. Dans tous les pays de la ceinture sud-méditerranéenne, le Maroc est un exemple encore plus flagrant que les autres, les banques sont extrêmement surliquides. Et l'idée, c'est de voir comment liquéfier cette épargne bancaire, notamment dans des projets d'infrastructure où il est possible de prendre en charge les coûts externes. On peut les utiliser en particulier dans un secteur qui est essentiel, qui est celui du logement, en imaginant un mécanisme hypothécaire régional plutôt que national, avec le modèle anglais de la fin du 19e, c'est-à-dire pouvoir offrir aux candidats au logement un prêt sur 2 générations, voire 3 générations. Ça réduirait l'impact financier sur la trésorerie individuelle et ça accélérerait l'émergence de la classe moyenne. Nous connaissons le modèle anglais là-dessus. Et enfin, sur l'aspect PAC, je pense que la bonne nouvelle que Juan Prat nous a donnée, qu'enfin les pays latins, de l'arc latin de l'Europe, commencent à parler d'une seule voix sur le Maghreb. Est-ce qu'ils auront le courage puisque ce sont eux qui bloquent l'ouverture du problème des produits méditerranéens agricoles et la suppression de la protection irrelative, c'est la France, l'Espagne, qui sont les principaux obstacles politiques à l'ouverture de ces marchés. Est-ce que, dans le cas de ce statut avancé ou formule similaire, et dans le cadre des négociations d'ailleurs en cours, on ne peut pas imaginer une sorte de concession réciproque, nord-sud, arc latin, nord-Maghreb, sur les produits agricoles, en y associant les nouveaux concurrents que sont les nouveaux membres de l'Union européenne, que sont la Bulgarie, Hongrie et compagnie, qui, dans certains secteurs et pour certains calendriers, peuvent avoir à rentrer dans la danse. Voilà les 3 questions et quelques remarques après ce débat, et merci. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire... Le déjeuner est prévu à 12h30. Ah, il était midi, c'est ça. Hein? Il faudrait... moi, je suis désolé, mais nous sommes obligés de suspendre cette séance puisque nous allons reprendre nos travaux à 15h. Alors, nous avons juste le temps d'aller déjeuner, de travailler sur la synthèse et en remerciant tous ceux qui sont intervenus. Je voudrais quand même qu'on aille déjeuner, quoi.